Les expressions avoir prise, tenir, investir sont ici le parti pris sémantique d'une investigation d'un corps rationnel, supposé penser, où la volonté joue un rôle. Il existe toutefois de toute évidence un impensé du corps, un corps de la jouissance extatique, un corps physiologique, support silencieux ou non de l'existence, un corps de la sensation infinitésimale, comme un corps de la souffrance et de la maladie, qui rend étranger à soi. L'exploit sportif inscrit le sport d'élite dans une histoire du progrès humain. Son chiffrage obsessionnel depuis plus de 150 ans atteste un évolutionnisme schématique, plus vite, plus haut, plus fort. La performance est dépassement de soi et quête de record. L'indétermination apparente des limites sert une volonté de surpassement dont le champion est l'icône. Aucune requête d'atténuation ne contredit l'impératif majeur, faire mieux. Car le champion, un être doué, plus doué que les autres, est soumis aux cadences intensives d'entraînement sophistiqué. Son organisme est poussé au point de rupture et les systèmes du corps humain sont ultra sollicités. L'objectif de la performance prime tout, y compris la santé, d'où les pathologies nombreuses et le problème du dopage. C'est donc en tant que pratique d'excès que le sport de haut niveau interroge les rapports santé-performance, équilibre, déséquilibre, nature, surnature. Il extrapole des fantasmes liés au corps, santé, beauté, forme, jeunesse éternelle, performance inusable et toujours accrue. Il livre une version expérimentale et futuriste d'un culte de la performance emblématique du monde contemporain. En tant que croyance dans le progrès infini des entreprises humaines, cette idéologie procède de la modernité et souligne l'éloignement des valeurs antiques. Les Grecs pensaient le monde fini, clos, la nature finalisée et l'homme soumis à son ordre. Ainsi, pour Platon, la limite est une perfection. De même que la mesure, par opposition à l'illimité, à la démesure, à l'ubris. Aristote s'attache à définir la juste mesure, l'usage savant de l'esprit et du corps. La prudence est vertu. L'équilibre est kairos, ce point si rare et précis de l'action juste. Selon Hippocrate, qui préconise la tempérance, la santé est accord avec la nature et les éléments. La maladie est le signe du trop ou du trop peu. L'idée que l'homme puisse transgresser la nature, progresser en dépit d'elle, par appropriation des normes et des fins, qu'il puisse en un mot la dépasser et se dépasser, est une folie. Ce dessin, toutefois, n'est pas exempt d'ambivalence, car les Grecs prisent aussi l'exploit à la guerre, comme aux Jeux panhelléniques, dont les Jeux olympiques, qui rythment la vie sociale. Platon lui-même est un ancien athlète. L'athlétisme professionnel se développe, non loin des exercices pédagogiques et d'entretien de soi qui occupent la palestre. L'arrêté grec, la fameuse excellence, est ainsi héroïque et guerrière chez Homère ou Pindare et fruit de la mesure chez Aristote. Nulle contradiction ici, mais plutôt le nœud source des finalités de l'effort. D'une part, la gaule, la compétition dont le vainqueur s'élève sous le regard des dieux, d'autre part, la gymnastique, pédagogie médicale, où s'exprime le souci de l'alliance âme-corps.
d'un côté l'exploit, de l'autre la mesure, ces catégories n'étant pas, lointainement, étrangères à la disjonction ultérieure entre le sport et la gymnastique et l'éducation physique moderne. Reste un horizon métaphysique commun. L'effort ni la gloire ne sont arrachement à la nature, ni triomphe ultime d'un ordre humain. Le projet humain se subsume à l'ordre naturel et divin. Telle est la différence fondamentale, au-delà des héritages et similitudes, entre l'exploit ancien et la performance moderne. À compter des XVIe et XVIIe siècles, en revanche, l'idée d'infini ébranle l'astronomie et la physique. Progressivement admise dans les sciences, elle servira d'ancrage à l'infini des possibles de la volonté humaine. Il faut, dit Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Au monde contemplatif des Grecs se substitue le monde mathématique, constructiviste de Galilée, de Newton, de Kant. L'arraisonnement du monde, selon le mot de Heidegger, a commencé, procédant d'une révolution copernicienne qui est en prise des sciences et techniques sur la nature. Le progrès devient transgressif de la limite, du fini. Politique, médecine, éducation visent au XVIIIe siècle le progrès humain comme un leitmotiv pour parfaire la nature et, si besoin, la contrer. Tel est pour nous le legs de la modernité. Les potentiels humains, intellectuels et physiques se cultivent. Il s'agit de ne rien laisser perdre. Mieux, il faut optimiser. L'homme est libre de son destin et peut transformer ses conditions d'existence. Le progrès est une œuvre sans limite a priori. À la médecine antique, toute restauration de l'ordre naturel s'adjoint désormais une médecine prospective prenant en charge l'individu de sa naissance à sa mort. L'expression éducation physique apparaît en 1762 sous la plume du médecin Balexert et cristallise un faisceau de préoccupations quant au corps, sa santé, son éducation, sa rectitude, sa motricité. Perfectionner est le maître mot. Éducation, hygiène, vie sociale, environnement concourent à ce projet. La nature est guide ou auxiliaire, mais elle n'est plus l'horizon définitif des entreprises humaines. La perfectibilité, si chère à Rousseau, suppose la croyance obstinée en un progrès indéfini des capacités. Au XIXe siècle, la quantification de l'énergie, dans le travail comme dans la gymnastique, les questions sur la normalité, la dégénérescence et la hiérarchie des races consacrent l'ambition d'arraisonner aussi l'humain, de planifier son progrès, de soumettre au calcul la transformation de la nature, l'évolution des sociétés, l'épanouissement de soi, la maîtrise des corps. C'est dans ce contexte que naît le sport à la moitié du siècle. D'abord jeu, qui s'oppose aux gymnastiques austères, vecteur du self-government et du fair play dans les collèges anglais, école d'audace, d'énergie et de volonté persévérante pour Pierre de Coubertin. Le sport engendre compétition, palmarès et record. Ces vertus éducatives croisent une fascination pour la performance. À l'explication purement mécanique de l'effort succèdent la physiologie, l'énergétique, la biomécanique, la recherche médicale, la réflexion anthropologique ou pédagogique et l'ambition militaire. Le champion devient un prototype autour duquel s'organise le progrès médical et technologique. Ainsi, le succès du sport au XXe siècle accompagne sa mondialisation. Pratiques et pratiquants se multiplient, les épreuves s'institutionnalisent, le sport de haut niveau se développe, à proprement parler, après la Seconde Guerre. À travers lui, le sport s'affirme comme sport-spectacle et carrière professionnelle. Les enjeux financiers se couplent à des enjeux politiques présents dès l'origine. Le champion focalise les attentions. Héros des temps modernes, il incarne une réussite
dont les règles et la transparence, en principe garantis, mais aussi les pouvoirs d'identification populaire, ajoutent à ce succès. Les laboratoires de recherche du sport, les usines à champions, partout à travers le monde, cisèlent les conditions de la performance. Les records succèdent aux records. Les statistiques sont reines. Les champions offrent une vision linéaire, quasi graphique, de l'évolution de l'humain et des exigences toujours plus poussées de l'effort. Ainsi se révèle l'ambivalence de l'effort sportif dans la conjonction du plaisir et de la douleur, de l'accomplissement et de l'arrachement à soi. La perception de la limite est si complexe que la notion d'excès est souvent déniée. L'effort a sa propre inertie, son emballement, qui sont source d'une jouissance de la maîtrise de soi, de la progression chiffrée, de la comparaison avec autrui. Le dépassement de soi n'est pas le propre du sport de haut niveau. Joggeurs, footballeurs, cyclistes amateurs, mais assidus, connaissent l'ivresse de ces mots: se défoncer, s'éclater, se déchirer. Vocabulaire de l'incandescence de soi, de la quête d'un bien-être au travers d'un mieux-être. Le sport d'entretien n'est pas exempt d'ambiguïté lorsque cardio-fréquence-mètre et autres appareils de mesure chiffrent l'effort et sa progression. L'articulation posée par les Grecs s'exprime ici dans la visée d'un bien et ou celle d'un mieux, l'atteinte d'un équilibre et le risque du déséquilibre. Le sport de haut niveau a bien, lui, ce culte de la démesure. Les questions qu'il suscite sont d'ordre éthique parce que, en tant que laboratoire expérimental du dépassement de soi, il offre une vision hyper artificialisée du corps humain. Le perfectionnement des matériaux et d'engins toujours plus sophistiqués, chaussures, vélos, maillots de bain, raquettes, moteurs, perches, etc., accessoirise une performance également conditionnée à la diététique, la biomécanique, la physiologie, la psychologie. Le couplage étroit avec la médecine convoque la pharmacologie et les biotechnologies. Le champion est un cobaye. Il dessine la version épurée d'une surhumanité vouée au progrès d'un corps technicisé, optimisé, d'un corps bolide. Sa trajectoire s'inscrit dans des perspectives indéfinies, sans limite, parfois traduites en millièmes de seconde, mais toujours garantes d'une évolution, d'une progression. Car là réside l'essence du sport d'élite, dans l'assertion renouvelée d'un au-delà possible de la performance, dans la précarité des chiffres et le pari scientifique sur le futur. Dans ce contexte se pose le problème du dopage et celui de la précocité toujours plus grande des athlètes. En tant qu'amélioration artificielle de la performance, le dopage est combattu pour sa nuisance à la santé, son infraction à la règle. À cause de lui, l'espérance de vie s'écourte dans certains sports, les décès de sportifs jeunes, la transmission de malformations congénitales alertent. Il ouvre aussi à des questions plus vastes. D'abord, parce qu'il y a une nocivité intrinsèque des cadences infernales sur la santé des champions, au-delà même du dopage, qui, d'une certaine manière, le relativise. Les blessures sont nombreuses, les laissés pour compte d'une sélection impitoyable également. Les après-carrières révèlent parfois addiction et dépression. L'équivalence entre sport et santé se défait au vu de pratiques extrêmes et d'un surentraînement érigé comme une norme. Le risque s'accentue lorsque les apprentis champions se recrutent à l'âge des classes maternelles au nom d'une concurrence mondialisée dans des académies dédiées à la production de l'élite.
Des molécules recombinantes arrivent sur le marché pouvant agir sur les systèmes nerveux, musculaires, tendineux, métaboliques. Par ailleurs, des sportifs handicapés accomplissent aujourd'hui, grâce à des prothèses, des performances encore inférieures de peu à celles des sportifs valides, mais déjà remarquables. Quel regard porterions-nous ou porterons-nous sur ces performances si le rapport venait à s'inverser? Si le remplacement d'organes ou l'adjonction de prothèses permettait les meilleures performances. L'invention d'exosquelettes montre des corps équipés d'engins destinés à alléger les tâches dans l'armée, par exemple, ou à démultiplier la puissance ou la détente. Ainsi, l'extraordinaire malléabilité du corps humain par la médecine offre la vision d'un corps ouvert, qui n'est plus l'entité close autrefois garante d'une identité définitive. Le corps humain, dont le corps sportif est un prototype, s'apparentera bientôt au bateau de Thésée décrit par Plutarque. Quand toutes les pièces auront été changées, sera-ce bien toujours le même bateau? Si l'évolution humaine se définit comme un arrachement permanent à la nature, la question du dopage pose celle des limites éthiques de la science, de l'existence ou non d'une nature humaine, du prolongement du corps par la technique, voire d'un corps-machine d'un nouveau genre. L'impératif de performance pèse sur chacun et croise l'obsession de la santé parfaite, de la jeunesse et de la beauté éternelle. Certes, la chirurgie esthétique, l'entraînement sportif, la diététique, le ou les dopages n'ont pas le même rapport à la temporalité, mais postulent un corps idéal dont la perfection est toujours différée. L'hypercorps, entraîné, remodelé, esthétisé, médicalisé, technicisé du sportif d'élite, avec sa valeur d'objet marchand et fantasmatique, est à ce titre exemplaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle Deval. Je vais demander à David Le Breton de nous rejoindre. David Le Breton est anthropologue et sociologue. Il enseigne à l'Université de Strasbourg. Parmi ses ouvrages, on peut signaler le dernier paru, Sociologie du risque, aux presses universitaires de France, et Accords perdus, édité par les éditions Amphora et l'INSEE. Le titre de votre intervention, Disparaître de l'ordinaire, la vie à la limite. En même temps qu'on célèbre le corps, qui n'a jamais fait l'objet d'autant d'attention, pensons à la tyrannie des apparences, on assiste aussi en même temps à sa disparition, à une contradiction apparente qui doit être replacée dans un cadre plus général, celui de la disparition de soi comme réponse à la difficulté contemporaine d'être soi. Et vous envisagez dans cette perspective les conduites à risque, jouer avec l'extrême, jouer avec la mort. Nous vous écoutons. Merci François, merci Benjamin, merci au Centre Saint-Louis également pour cette invitation. Merci à toutes et à tous de m'écouter pendant la demi-heure qui vient. Plutôt que de spiritualité, je vais plutôt évoquer la question du sacré, tel que l'entendait autrefois des auteurs comme Nature Eliade ou Roger Caillois ou Michel Léris. Je vous rappelle cette très beau texte sur le sacré de la vie quotidienne. Mais là, je vais parler plutôt de gens qui volent au devant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême, entre guillemets. Je vais vous évoquer les conduites, les activités. Ah, pardon. Je vais évoquer les activités physiques et sportives dites à risque. Voilà en quoi elles sont une fabrique de sacré pour un certain nombre d'hyper-individus du monde, enfin des mondes contemporains. Donc des hommes et des femmes s'élancent dans des épreuves parfois redoutables où ils mettent leur existence en jeu. La disparition dont il s'agit ici est celle des contraintes d'identité qui figent dans une vie qui paraît trop prévisible. Échapper à l'ordinaire des jours
en mobilisant toutes les ressources de son corps pour vivre des moments de folle intensité. Cette vie à la limite est une tentative d'évasion, des familiarités, en plongeant dans une autre dimension du rapport au monde. Ces activités physiques sont souvent taxées de dangereuses, mais elles sont mises en œuvre en principe par des hommes ou des femmes compétents dans leur discipline, ou en tous les cas qui n'ignorent pas, ou pas énormément, en tous les cas, les aspérités de l'environnement où ils se déploient. Le risque, évidemment, n'en est pas une finalité, pas toujours, en tous les cas, il peut l'être chez certains, mais le risque n'en est pas la finalité, mais le prix à payer pour ces moments d'émerveillement. Il est une ressource, le risque, donc, pour s'arracher à soi-même. Pour le sens commun, le risque est un danger, un élément néfaste de l'existence, une source de peur, un repoussoir. Mais s'il est librement choisi, dans une activité valorisée par l'individu, et notamment dans le domaine composite des activités physiques dites à risque, il devient un motif d'épanouissement, source de valeur, de mémoire, occasion de se mesurer à une situation inédite, ressource pour redéfinir son existence ou en faire la preuve à ses propres yeux. Éprouver ses capacités personnelles, rehausser l'estime de soi, obtenir également souvent une reconnaissance des autres. Il implique de se mettre en situation d'incertitude avec l'éventualité d'un accident. En lui se loge une intensité d'existence, un outil pour bouleverser les positions établies. Samuel Costner observe cette quête passionnée de stress dans différents domaines, mais d'un stress en quelque sorte heureux, pour prendre contre-pied de la notion de stress dans les mondes contemporains. Il s'agit ici d'un stress heureux, car il est décidé par les acteurs qui recherchent le frémissement de l'action, une expérience nouvelle, une confrontation à soi-même dans l'épreuve. Ce jeu avec le frisson est une forme de subversion des impératifs de sécurité qui imprègnent nos sociétés. Accompagnant le processus d'individualisation, ou plutôt d'hyper-individualisation du lien social, ces activités visent à plonger provisoirement ou durablement l'individu hors de ses routines, à l'immerger dans l'incertitude et dans une période voulue de mise à l'épreuve de soi, dans la perte des repères qui assurait le déroulement prévisible du quotidien. Les activités physiques dites à risque sont une manière de provoquer délibérément le danger afin de l'affronter sur une scène déterminée que l'adepte déterminée pour que l'adepte puisse témoigner de sa dextérité et de sa valeur personnelle. L'individu est en quête d'une sorte d'évaluation radicale de ce qu'il est. Si la voie, par exemple en montagne, si la voie était ouverte sans la moindre difficulté, l'alpiniste ne s'élancerait pas avec autant d'exaltation. Le tapis rouge dressé vers le sommet est sans intérêt, sinon pour des débutants cantonnés dans l'imaginaire du risque. La sécurité absolue et la simple nécessité d'enchaîner un geste puis un autre pour parvenir au but ne créeraient aucune rupture avec les routines du quotidien. Il s'agit justement dans ces activités de se sentir pleinement exister, d'être plongé dans une situation difficile qui exige de démêler une issue en exerçant toute sa sagacité et sa résistance. L'individu pénètre alors une autre dimension, une autre épaisseur de son existence, une autre dimension de la réalité, et il se sent passionnément vivant. Il éprouve la sensation d'accéder enfin au réel. La vraie vie est ailleurs, disait Rimbaud. Elle n'est plus dans les activités quotidiennes, reléguée dans un monde sans relief. Elle est tangible, elle est là, dans l'activité désirée, qui porte l'existence à son point d'émerveillement. Le sociologue américain Stephen Ling, auteur d'une étude ethnographique sur un groupe de parachutistes avec vol libre,
décrit le sentiment de ces hommes d'entrer soudain dans ce qu'ils appellent une hyper-réalité. Le temps de l'épreuve est une suspension radicale de toutes les contraintes de l'identité, de toutes les routines de la vie quotidienne et professionnelle. Il est une sorte de dimanche de la vie, une durée pleine où la responsabilité d'être soi est à tout instant sollicitée. Cette bouffée de sens procure un sentiment de puissance intérieure, d'élargissement de soi. Jamais l'adepte n'avait atteint une telle plénitude qui semble justifier en un instant tout son cheminement antérieur. Ce moment d'exception ne s'enracine pas dans une ferveur religieuse, il relève du sacré, c'est-à-dire d'une fabrication intime de sens. L'expérience couramment décrite est celle d'une transfiguration personnelle induite par l'épuisement, le dérèglement des sens, le sentiment brutal et infiniment fort d'une complicité avec l'environnement immédiat, d'une conscience modifiée, provoquée évidemment par ce sentiment de s'affronter les yeux dans les yeux avec la mort. Une créativité personnelle redevient possible dans un corps à corps grisant. Un sentiment de jubilation, d'alliance avec le monde, de réenchantement de l'existence se noue ainsi dans cet affrontement aux limites. L'évocation de la montée de l'adrénaline est devenue au fil du temps un cliché pour évoquer l'effervescence intérieure ressentie au cœur de l'action. Ces activités sont revendiquées comme étant une manière de retrouver le sel de la vie dans une société trop sécurisante. Ce sont donc des tentatives d'évasion hors du quotidien. Le manque de stimulation pesant sur des existences surprotégées par le confort des technologies et les routines professionnelles ou sociales amène à chercher ailleurs des plages de temps où donner enfin sa pleine mesure dans une dimension de l'existence où domine le jeu et dans une recherche opiniâtre de stimulation, de sensation, de corps à corps qui restitue son épaisseur au rapport au monde. Au cœur de l'action, face aux éléments, livrés à leurs seules ressources, les adeptes de ces activités physiques éprouvent le sentiment de congédier les anciens doutes sur leur personne, de s'appartenir enfin et de donner la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, le temps me manque pour évoquer, évidemment, j'ai l'air de faire une sorte d'éloge de ces activités. Il est évident qu'elles s'inscrivent dans l'univers de la consommation, dans l'univers du spectacle. Finalement, la nouvelle aventure où tous ces défis relèvent aujourd'hui d'une autre version finalement du sport, hein, mais où l'individu est seul avec lui-même, enfin, en tous les cas du spectacle sportif, mais où l'individu est seul devant le monde, il n'a pas forcément de concurrents autour de lui. Donc, il y a une dimension extrêmement consumériste, une dimension hyper codée, hyper sociale, qui amène également d'ailleurs à une transformation profonde de l'environnement. L'Himalaya en est un exemple absolument tragique, puisque c'est l'un des endroits les plus pollués du monde aujourd'hui, qu'il y a un business absolument effroyable qui se nuit autour des sommets. Bon, rappelez-vous d'ailleurs de la tragédie que décrit l'écrivain américain Jon Krakauer, tragédie sur l'Everest, un jour où il y avait tellement d'expéditions sur le sommet, dans un jour de tempête, il y avait plusieurs dizaines de morts, etc. Donc, ça, c'est tous les aspects que je n'ai pas eu le temps vraiment d'évoquer. C'est la commercialisation de ces activités physiques et sportives dites à risque, la fabrique d'héroïsation également qu'elle provoque aujourd'hui dans nos sociétés. Une manière de sortir du lot, de montrer qu'on existe, qu'on est fort. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer ça non plus, mais c'est très genré aussi. On va dire que ces activités physiques et sportives, cette nouvelle aventure, ce sont vraiment de l'émergence de rites intimes, de virilité, finalement, pour énormément d'hommes qui trouvent, de jeunes hommes, souvent, qui trouvent ainsi une manière d'exister pleinement dans le regard des autres. Alors, je reviens à des thèmes que j'ai plus abordés d'ailleurs dans mon travail, l'ordalie notamment, qui était au cœur de mon travail sur les conduites à risque des jeunes, mais qu'on retrouve évidemment dans les activités physiques et sportives dites à risque.
Donc, dans sa version la plus radicale, et qui n'est pas toujours la plus partagée, bien sûr, cette passion de la limite est une recherche du point ultime où prendre ses marques pour se sentir enfin contenu, soutenu, containing, holding, se sentir exister, se sentir rassemblé, se sentir retrouver une sorte d'unité et le sentiment d'être porté par le monde plutôt que quand on est un individu postmoderne, le sentiment d'être tout va bien savoir sur quel pied danser. Le recours au corps quand tout le reste nous échappe dans cette élément. Dans l'affrontement physique au monde, donc, l'adepte cherche ses marques, s'efforce de tenir entre les mains une existence qui lui échappe. Les limites de fait prennent alors la place des limites de sens qui ne parviennent plus à s'instaurer. À travers la frontalité de sa relation au monde, l'hyper-individu cherche délibérément des obstacles. En se mettant à l'épreuve, il se donne l'occasion de trouver les repères dont il a besoin pour produire son identité personnelle. En s'affrontant au pire, il cherche à gagner le meilleur, à convertir sa peur, son épuisement, sa détermination en détermination de caractère. S'il sort indemne de l'épreuve, il possède l'impression brisante de la légitimité de son existence. La surenchère dans le risque amène l'individu, l'hyper-individu, à une autre dimension de sa quête intérieure. Il s'en remet pour une part au jugement de Dieu. Hein, c'est ça l'ordre. Je me rappelle dans la tradition antique, c'est la décision du sort, on pourrait dire en termes plus laïques aujourd'hui. Je lève, adieu va, comme on dit parfois d'ailleurs dans la langue française. Donc l'individu s'en remet pour une part au jugement de Dieu, ou plutôt il se livre à une situation délicate où il donne le meilleur de lui-même, où il engage toutes ses ressources dans la lutte, mais en courant néanmoins le danger de disparaître au cours de l'action. La provocation à la mort est claire. Sollicitation rituelle du destin, l'ordalie soulève une probabilité non négligeable de mourir. Elle pousse le contact avec la mort au plus proche de l'ultime limite, tout en laissant une possibilité évidemment de s'en sortir. Elle n'est donc en rien une manière indirecte d'attenter à ces jours, mais plutôt une chance que se donne l'individu, quitte à en payer le prix de la blessure, de l'accident, de la mort, etc. Elle constitue une voie possible pour se situer, se reconnaître parmi les autres, reconstruire éventuellement un goût de vivre qui peine parfois à s'étayer. Elle produit un sentiment d'identité renouvelée. Si l'individu réussit à sortir indemne de l'épreuve, l'échange symbolique noué avec la mort ajoute à l'exaltation d'être encore en vie. Et Elias Canetti avait une formule formidable là-dessus. Il disait: l'instant de survivre est un instant de puissance. Éprouver ses limites revient à approcher la mort, au moins symboliquement, à la provoquer par des actions plus ou moins dangereuses. Dans l'exploration de l'extrême, le risque est toujours présent, même s'il est contrôlé, même s'il est contrôlé par la technicité présumée, fantasmée parfois d'ailleurs de la tête. Le paradoxe de ces affrontements à la nature extrême est leur formidable organisation logistique. L'ampleur des technologies mises au service de l'individu ou des moyens utilisés en cas d'accident pour lui venir en aide, alors que la narration de l'exploit semble tenir dans le schéma de l'homme seul au monde devant la virulence d'une nature tout entière vouée à sa perte. C'est là où on est vraiment dans le post-moderne, parce qu'on a souvent l'impression d'ailleurs que ce sont les secouristes qui courent le plus de risques que les adeptes de ces activités physiques et sportives dites. Les traces qui s'impriment dans la chair, durablement dans les blessures ou les cicatrices, ou provisoirement dans la sueur, la souffrance, les vomissements, la fatigue, la faim, la soif, etc., sont les trophées. Les trophées qui témoignent de l'authenticité de l'exploit. Rappelez-vous Gérard d'Aboville arrivant les visages ensanglantés au terme de cette traversée de l'Atlantique. C'était vraiment une image d'Épinal de l'époque.
Le corps est la preuve qui permet par la suite d'attester de la virulence de l'épreuve subie et sa valeur incontestable sur le plan de la production de l'identité personnelle. Je l'ai dit tout à l'heure, un échange symbolique avec la mort se joue là, dans le clair-obscur de la conscience, dont le corps, laissé en gage, est la monnaie d'échange. La mort possible est l'alibi qui rend admissible la simulation du risque. L'impression de rester maître de son destin, de disposer de ressources là où les autres seraient le jouet des circonstances, procure évidemment l'exaltation d'être d'une étoffe particulière. Là, on retrouve évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément d'hommes dans des rites intimes de virilité, avoir l'étoffe des héros, alors que les autres sont bien incapables de faire le premier pas de ce qui nous agresse. Donc posséder ce supplément impalpable qui fait de soi un élu, mais évidemment jusqu'au moment de l'accident jusqu'au moment où l'accident ou la mort met un terme à cette illusion de toute puissance, puisque énormément de ces adeptes de la nouvelle aventure et de ces jeux avec la mort périssent en cours de route, en cours d'ascension, en cours de défi, etc. L'incertitude recherchée donc n'est jamais un aveuglement. Si elle contient en puissance la possibilité de l'accident, elle demeure dans la sphère de contrôle dont l'individu se sent capable, même s'il surévalue souvent ses compétences. Elle est la garantie d'un engagement où il est loisible de donner le meilleur de soi en ayant le sentiment de construire chaque seconde de sa progression. Elle l'autorise à développer ses habiletés, ses réflexes, à s'épanouir dans l'action. L'individu doit se sentir à la hauteur de ses décisions, il doit se sentir acteur des circonstances, et plus un passage soulève de difficultés, tout en restant à sa mesure, et plus il se sent renforcé et heureux de les avoir affrontés, plus elle laisse une trace de mémoire, une trace de sacré justement dans son histoire, et plus est puissant évidemment le rendement symbolique en termes identitaires. Pour terminer mon propos, la multiplication des activités physiques et sportives à risque dans les mondes contemporains va de pair avec une société où, pour un nombre grandissant, vivre ne suffit plus. Il faut se sentir exister. Je souligne sentir. Il faut se sentir exister. Il faut éprouver le fait de son existence, expérimenter les sensations de soi et faire ses preuves pour décider enfin de la valeur de son existence. L'évidence tranquille de vivre n'est pas acquise. Il faut, l'évidence tranquille de vivre n'est pas acquise. Il faut donc éprouver le fait de son existence. Ces activités extrêmes sont une technique d'intensification du sentiment de la présence au monde. Elles font de l'affrontement à soi-même une épreuve de vérité, une chance que se donne l'individu, quitte à en payer le prix s'il échoue dans cette tentative. En s'exposant au risque de perdre la vie, l'individu chasse sur le territoire de la mort et rapporte le trophée, qui est non pas un objet, mais une durée imprégnée d'intensité d'être, portant en elle le rappel insistant du moment où, par son courage et son initiative, il a réussi à lui arracher la garantie d'une vie désormais bien tranquille. De tels moments sont rares, surtout lorsqu'ils se donnent avec force à la manière d'une brève transe profane qui emporte dans un formidable sentiment de puissance. Je vous remercie de votre patience. Merci, David Le Breton. Nous allons maintenant écouter un enregistrement de Robert Adeker, qui ne peut pas être des nôtres, mais qui a de chez lui, c'est donc un enregistrement amateur, mais le propos est dense, donc est réputé. Parmi ces publications, on peut retenir Sport, je t'aime moi non plus, qui est coédité par Robert Laffont et l'INSEP, paru en 2022, et L'abolition de l'âme aux éditions du Cerf en 2023. Le titre de son intervention, Sport et disparition de l'âme. Ce qui est en cause, c'est l'altérité du corps humain
du mystère du corps humain qu'il dit, c'est le mot même de Robert Decker, imbibé d'âme. Le corps sportif, le sportif de haut niveau, en revanche, est l'objet d'une sorte de déréalisation ou d'une désanimation, disparition de l'âme. Il ne reste plus, et là les mots sont importants, que le mental et le chiffre. Il y a là une opposition intéressante et féconde entre l'âme et le mental. Nous écoutons Robert Decker. Bonjour à tous. Je dédie cette conférence, cette allocution à la mémoire de Gino Bartali. Le sport de haut niveau, sport-spectacle, tient un discours dont les objets sont le corps. Avant tout, c'est un discours de mise à disposition du corps pour la performance, dont les objets sont le corps, disais-je, et le psychisme, auquel il réserve le même programme que pour le corps. Ce discours se déploie en deux faces. Il est action pour les sportifs, il est image pour les foules. L'action et les images sont elles-mêmes enrobées d'une parole militante fourmillant d'injonctions. J'ai employé le mot de psychisme, j'en emploierai un autre plus tard. Psychisme parce qu'il invisibilise les strates et les moments historiques de la psyché humaine, l'ego, le moi, l'inconscient, l'âme. Sa pauvreté plaide en sa faveur lorsque l'on parle de sport. Le sportif n'est pas qu'un corps et un psychisme, ni bien sûr une icône, une vignette, Panini, un produit de marketing, comme on le vend quotidiennement sur l'étal du spectacle généralisé. Non, le sportif est une personne humaine, c'est-à-dire un être inimaginable, impensable et irréel sans l'existence d'un corps. Or, ce corps n'est pas n'importe quel type de corps. C'est un corps humain vivant. Réfutant le biologisme, sans pour autant tomber dans le dualisme ni le vitalisme métaphysique, Martin Heidegger écrit dans sa lettre sur l'humanisme, ouvrons les guillemets, « Le corps de l'homme est quelque chose d'essentiellement autre qu'un organisme animal. » Fermons les guillemets. Le discours sportif de la performance, du corps performant, fait disparaître la singularité ontologique du corps humain en le ramenant à de la biologie, chimie, physique, mécanique, dynamique, etc. Le corps humain disparaît quand on le reconduit à sa seule réalité biologique qu'il partage avec tous les autres animaux. Il disparaît aussi quand on veut en faire un corps de la performance. Il disparaît doublement en tant que corps, dissous dans les chiffres, en tant qu'humain, dissous dans la vie indifférenciée. Ainsi Heidegger pointe-t-il vers une altérité essentielle du corps humain, une altérité à la biologie, une altérité à la vie animale. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? En réponse, je vais m'éloigner de Heidegger. Cette altérité essentielle est l'inépuisable et le mystère inépuisable du corps humain. Mystère que les poètes et les mystiques savent approcher, savent percevoir, ou disons mieux, au plus près de la réalité de cet événement, savent recevoir, savent se laisser rapprocher par. Ce mystère s'ouvre en toute confiance aux poètes et aux mystiques, s'avance vers eux. Mystère que Descartes a voulu réduire à néant, hein, tout comme la tradition médicale issue de lui d'ailleurs. Le corps, pour Descartes, est avant tout une chose étendue, ressortissant de la res extensa, soit, je cite Descartes, ouvrant les guillemets, cette machine composée d'os et de chair telle qu'elle paraît en un cadavre, fermons les guillemets. Il faut se laisser étonner par les philosophes, Descartes compris. Cadavre, et sous la plume de Descartes, un mot étonnant, pour dire le corps humain vivant. Le corps humain, comme tous les autres corps, cadavre et machine, voilà ce qu'est le corps humain. C'est Simone Weil qui a insisté sur ce mystère qui échappe à Descartes, sur ce mystère qu'est le corps humain. C'est elle qui a maintenu dans la persistance, dans autant de
détresse spirituelle, ce mystère que la civilisation occidentale depuis Descartes refoule. Les sciences expérimentales ont beau en savoir beaucoup sur le corps humain, de plus en plus, lorsque nous sommes en présence de lui, même quand il est mort, cadavre justement, cadavre devant lequel Descartes ne comprend rien mais explique tout, devant un corps humain, même mort, nous sommes enveloppés par son aura. Son aura nous enveloppe, c'est cela le mystère. Que la science, la médecine, dans la filiation cartésienne, mais aussi ses héritiers de Descartes, que sont les transhumanistes, et l'univers du sport de haut niveau, croient naïvement que le corps est source et objet de savoir. Ils ignorent ce que Simone Weil savait. Je cite Simone Weil, ouvrez les guillemets. Il est cependant une source de mystère que nous ne pouvons éliminer et qui n'est autre que notre propre corps. Qu'est-ce que le corps? Source de mystère dont nous parle Simone Weil. Différenciation de deux concepts, énigme et mystère. La science déniche les réponses aux énigmes de l'univers. En ce sens, le corps a été une énigme pour Descartes, que sa réduction en cadavre permettait de commencer à élucider. Descartes pratiquait, vous le savez, la dissection et la vivisection, peut-être même, selon certains commentateurs, dont Alexis Filonenko, dans son magnifique Relire Descartes, peut-être même la dissection de cadavres humains. De même, un détective de roman policier, n'importe quelle émule de Sherlock Holmes, dénoue les énigmes d'un meurtre. L'énigme est un ordre de choses par lequel une solution à découvrir existe quelque part dans l'univers. De ce fait, une énigme connaît un point final, meurt dans sa résolution, s'évapore en elle. Les mystères, pour leur part, demeurent. Leur essence est de stationner dans le mystérieux. L'orgueilleuse soif de résolution se dessèche devant eux, comme un randonneur trop téméraire, égaré dans le Sahara devant un puits tari. Les mystères, par leur obstination à rester des mystères, à le demeurer, marquent la persistance de ce qui se dérobe à nous, depuis toujours et pour toujours, qui se dérobe à nous mais qui pourtant est, de ceux qui ne se laissent entrevoir qu'en se dérobant. Nous pouvons les envisager comme l'être là d'un type de réalité que notre entendement ne peut capturer dans ses filets. De façon immémoriale, ce type de réalité, qui se cache derrière le voile du mystère, insiste. Il tient à laisser deviner sa présence en filigrane discret imprimé sur la réalité, tout comme il se retire, effarouché à nos approches. Le mystère, quand il s'agit du corps, est ceci, l'appel et la trace de l'âme. L'homme passe infiniment l'homme, a écrit Pascal. Dès qu'il est humain, le corps est d'un autre ordre que le corps. Le corps humain passe le corps. Il le passe infiniment. Le mystère n'est pas le non encore connu, le connaissable qui sera dévoilé un jour à notre intelligence, un jour qui viendra enrichir nos connaissances de nouvelles connaissances du même type. Car ce dernier partage avec le déjà connu la même nature. Le mystère est ce qui ne se laisse pas résoudre, ce dont la résolution n'habite pas son ADN, ce qui n'est pas soluble dans la pensée calculante, ce dont l'entendement calculateur ne peut pas même commencer de venir à bout. C'est un au-delà du savoir qui pourtant concerne notre immédiateté la plus proche, notre corps, mon corps. Notre corps, mon corps, celui de mes proches, le vôtre, celui d'autrui, celui de nos morts. De nos morts, pour répondre au cadavre machinique de Descartes. Cet au-delà du savoir n'est pourtant pas non plus de l'ignorance. Le mystérieux n'est pas la réponse à une question. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le regardons, ce mystérieux identifié à un corps humain, c'est lui qui nous regarde, comme pourrait nous regarder un point d'interrogation. C'est lui, le mystère de notre corps, qui
nous interroge. Soumettre le corps à la dictature de la performance, lui imposer l'impératif de rendement et de l'efficacité, du rendement, de l'efficacité, tout cela quantitativement mesurable, telle est l'affaire ordinaire du sport, surtout de haut niveau. Plus vite, plus haut, plus loin, plus fort, affirme-t-il, tonitre-t-il. Vitesse, hauteur, longueur et force sont des quantités mesurables, physiques. Le corps sportif est soumis au règne de la quantité. Pour parvenir à ce domptage industrialo-quantitatif du corps, il est moulé par des moyens mécaniques, chimiques et biologiques, biopharmaceutiques, dans une matrice qui l'empêche de gaspiller de l'énergie, de produire de l'énergie non reconvertible dans de la performance compétitive mesurable. Le gaspillage d'énergie est interdit. Le corps sportif est un corps emprisonné et même un corps décorporéifié. Le réel du corps est évacué par le sport. Le sportif est vidé de son vrai corps pour lui en substituer un autre. Les normes auxquelles soumettre le corps habitent ailleurs que dans la vie immédiate des corps, que dans la chair et le sang, que dans les muscles et la plastique. Elles viennent d'un autre monde, d'un monde idéal, d'un monde d'idées. Elles siègent dans le monde des idées industrielles et de l'idéologie que ce dernier secrète. Ces normes, issues de l'univers productiviste, s'investissent sous la forme d'impératifs dans le corps des sportifs et par là les décorporéifient. Le sport coule le corps dans un paradigme idéologique qui modèle le corps en une entité sans liberté ni vie propre. Les centres d'entraînement des champions cyclistes peuvent en témoigner. Loin de pouvoir être compris comme une exaltation du corps, le sport de haut niveau trahit le contraire, à travers sa mécanisation, son informatisation, sa modélisation, sa cybernétisation, sa digitalisation. Le sport continue inlassablement quelque chose dont on a trouvé le germe dans le Phédon de Platon, la guerre contre le corps. Le corps spontané, naturel, donné avec la vie, la guerre contre lui. Oui, c'est l'ascétisme dualiste de Platon qui a allumé cette guerre. Quel rapport exactement, me direz-vous, entre Platon et le sport contemporain? Eh bien, le corps est dans le sport ce qu'il est dans le Phédon, le dialogue de Platon. Il est ce qui dérange, il est l'obstacle qu'il faut écarter de sa route, il est ce dont il faut se débarrasser. Je cite Platon. Platon ventilocrant Socrate. Aussi longtemps que nous aurons notre corps et que notre âme sera pétrie avec cette chose mauvaise, jamais ne posséderons en suffisance l'objet de notre désir. Fin de la citation. La performance est l'objet du désir du sportif et surtout du système qui le promeut. L'idéal du sportif est à cet égard semblable à celui de Platon. Ne pas avoir de corps. Le rêve de tout sportif est l'absence de corps, de sorte qu'il ne resterait plus que le chiffre brut, la performance chiffrée comme les valeurs en bourse. Dans ce dialogue Phédon, Platon développe le thème de la purification, catharsis, qui consiste pour l'âme à se mettre à part du corps, qui est dès lors comme mort, où nous retrouvons le cadavre de Descartes encore. La préparation sportive est comparable à cette catharsis platonicienne. Le corps sportif, rêvé, idéal, chez Platon comme chez les sportifs de très haut niveau, c'est le corps absent, le vrai corps ou le corps faible absent, exactement comme pour les top modèles de la mode ou de la publicité qui, à l'image des sportifs, n'ont pas de corps, n'ont pas de vrai corps. Organiser un spectacle, le sport élimine le mystère du corps humain. Exactement comme fait la pornographie de consommation de masse. Il soumet ce corps à l'empire du calcul. Il l'arraisonne par le calcul. Les quasi-ordinateurs de bord, avec leur masse de données, en particulier les indicateurs biologiques présents sur les vélos des coureurs cyclistes, ou bien les fameux data chers à Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, fournissent des illustrations à cet arraisonnement. L'on perçoit dans cet usage des data une décomposition physique et chimique du corps du sportif remplacée par le calcul et les algorithmes. Le corps sportif se substitue au corps du sportif.
Le corps sportif éjecte le sportif de son propre corps autant que de son corps propre. Une fusion s'opère sous le signe des mathématiques entre le corps et la performance. Il finit par s'identifier à cette dernière. Cette décomposition est bien une refabrication, une somma-facture. Qu'est le corps sportif? Réponse, la performance chiffrée actuelle. Quel est son avenir? Réponse, la performance vers laquelle l'entourage peut le pousser. Aussi assistons-nous à une déréalisation mathématique du corps qui est aussi sa désanimation. Animation, anima, âme. Ce n'est plus cette réalité complexe, le sujet, ni bien sûr l'âme qui l'anime, mais le couple data-performance dont l'algorithme est le deus ex machina. Toujours chez les modernes, depuis que Galilée a identifié la nature comme un livre écrit en langage mathématique, le chiffre est l'instance qui désenchante. Quel sport de haute compétition, le sport spectacle, je le dis, un désenchantement du corps s'encastrant dans le désenchantement du monde propre moderne. L'altérité du corps est ignorée, son mystère aussi, nié, refoulé, avec la mathématisation en vue de la performance. Mais quelle est cette non-biologicité, altérité du corps humain, aperçue par Heidegger, comprise par Simone Weil? Le développement que je propose s'éloigne une fois de plus de Heidegger, bien qu'il parte de son constat. Disons-le ainsi, le corps humain est imbibé d'âme, en chacune de ses cellules, en chacune de ses pores de sa peau. Sa peau est une peau d'âme, il est transi de spirituel, en chacun de ses points. Nul ne le dit avec plus de justesse que Maître Eckhart. Qu'arrive-t-il, selon le dominicain Renan, lorsque l'âme reconnaît, je cite, la révélation et la naissance sans fin de notre Seigneur Dieu dans le royaume des cieux? Ceci, la joie, la vraie joie, une cataracte de vraie joie descend dans l'âme, s'écoule en elle, l'éclaboussant de sa lumière. Ceci, encore, à propos de cette joie, je cite Maître Eckhart, une joie venue d'en haut tressaille à l'intérieur d'elle, et l'âme se répand de joie dans tous les membres, et tout est agréable à l'homme, aussi bien ce qu'il voit que ce qu'il entend au dehors. Fin de la citation, Maître Eckhart. Capillarité du spirituel dans le corporel, l'âme se répand dans tous les membres, comprenons, sous la forme de la joie. L'âme, par capillarité, investit le corps, l'irrigue, se mélange à lui. Ce type de joie ne peut être chiffré, ne peut être quantifié. Le mot de cataracte, que je viens d'utiliser, qui signifie chute d'eau de grande ampleur sur le cours d'un fleuve, n'est pas anodin. Joie, joie, pleurs de joie, écrit Pascal dans son inséparable mémorial. Pleure, eau, pleure, fleuve, pleure, cataracte. La joie de l'âme coule dans le corps comme une cataracte se répand en lui, comme un fleuve coule dans le se ramifiant, s'extériorise depuis les yeux, devenu source et résurgence. Cette joie n'est pas un dosage chimique dont les biochimistes pourraient établir la formule. L'âme est cette réalité que depuis plusieurs siècles notre culture, à partir de sa matrice, la philosophie, a travaillé à effacer. L'âme est le refoulé de la culture européenne, tout spécialement de la culture française depuis 2 siècles. Paradoxalement, puisqu'il prétend démontrer l'existence de l'âme en tant que réalité séparée et immortelle, cet effacement a commencé avec le père de la philosophie moderne, Descartes. En effet, ce dernier réduit l'âme à la pensée, l'intellectualise. L'âme, ou comment s'en débarrasser, telle sera l'angoisse de nos philosophes durant 4 siècles, une fois Descartes mort dans le glacial hiver de Stockholm en 1650. L'histoire de cette culture est celle d'un processus de refoulement. L'ego, issu du cogito, le moi psychologique, le sujet, le moi freudien, ont été des étapes de ce refoulement progressif de l'âme jusqu'au système neuronal cher à Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal. J'y vois l'inversion de l'art de la sage-femme telle que Socrate l'attribuait. Pour Descartes, la philosophie mettait au monde, elle était l'accouchement réussi de l'âme. Inversion, dis-je. De l'ego cogito à l'homme neuronal, il s'est agi pour la philosophie contemporaine de provoquer au forceps le contraire, l'avortement de l'âme. Moi, conscience,
inconscient, système neuronal, ces fictions ont été chacune à leur tour un substitut de l'âme, substitut un peu moins spirituel à chaque fois que le précédent. Un mouvement de dégradation spirituelle longea le temps. Même quand le mot est resté, il s'est vidé, visangé. L'on peut compléter cette idée de refoulement par celle d'abolition. Le sport-spectacle emblématise à merveille cette abolition de l'âme. Comment? Un mot s'est imposé dans le sport et a débordé dans l'économie et la politique d'ailleurs, le mental. Il est le mot du management. Le milieu sportif pérore en permanence sur la préparation mentale. Cette loi de la réussite dicte la préparation à l'exploit. Il faut que l'âme du sportif, son moi, soit détruite au profit d'une intelligence utilitariste et musclée en gagnante. Les sportifs, à quelques exceptions près, comme récemment le footballeur Olivier Giroud, inspirés par les gourous, charlatans et autres coachs qui les manipulent, ne parlent jamais du corps et de l'âme, mais toujours du corps et du mental. Il importe au système des sports que le sportif soit un être humain dont le corps et l'âme ont été absorbés dans cette notion de mental, ce qui signifie que le corps et la psyché soient au service sans reste de la performance. Il importe que le mental absorbe comme un buvard le corps et l'âme. La psychologie sportive, l'intelligence elle-même se trouve réduite au rang de simple fonction du mental. Ce type de sport prétend forger les corps et les âmes, c'est-à-dire en réalité détruire le corps humain au profit de cette instance appelée par le regretté philosophe François Dagonier métacorps, et substituer à l'esprit ou l'intelligence une autre instance, le mental. Le métacorps, François Dagonier nous dit, c'est un autre corps, celui des records et des dépassements sans fin. Que s'agit-il en effet d'abolir par la préparation mentale? La fragilité, la volonté flottante et vaporeuse, l'indécision, bref, le biotope de la pensée, et la pensée elle-même. L'intelligence est alors dressée pour que jamais la pensée, cette mauvaise herbe néfaste à la performance, ne naisse. Pourquoi donc? Afin de mettre le psychisme au service de la performance et de détruire la faiblesse. Le modèle politique de la mobilisation totale vaut pour le sport. Mobilisation totale de toutes les forces de l'individu en vue de la performance. Le combat des coachs sportifs et des sportifs eux-mêmes contre le doute est emblématique. Ils ne cessent, quand on les écoute, d'insulter le doute. Le doute est pour eux l'ennemi à abattre. Le doute si cher aux philosophes. Tout sportif craint de douter. La préparation mentale est un vaccin contre le doute, le vaccine contre le doute. Un sportif qui se met à douter est perdu. Il en a peur du doute comme les enfants ont peur d'un fantôme. De fait, le doute entraîne devant lui ou derrière lui des revenants. Il fait revenir ce que l'on croyait avoir enterré à force de préparation. Il ramène les fantômes que la préparation mentale croyait avoir oxy, en particulier le corps faible, le corps peu performant, le corps rétif, si ce n'est rebelle, le corps libre, en particulier la psyché qui flanche. Dans le sport de haute compétition, l'on a affaire au mental. Le milieu sportif ne parle pas d'âme, mais de mental. Le mental est la catégorie qui subsume les autres catégories psychiques, le moi, la conscience, si possible même l'inconscient. Mental, ce substantif désigne le siège de la qualité, souvent tenue par nos contemporains pour la plus haute de toutes, car elle seule permet de vivre comme si la vie était une compétition sportive, permanente ou une entreprise, la motivation. Le mental témoigne de la réduction du psychisme aux muscles. Si nous comparons le mental aux deux autres vocables, âme et ego, pour moi, deux synonymes de sujet, tout en considérant que le sport est central dans le monde moderne, qu'il n'est pas un divertissement, mais qu'il dit l'essentiel de ce monde, nous mesurons le réductionnisme par lequel notre époque envisage l'activité psychique de l'homme. L'âme et le moi se caractérisent par leur vastitude.
L'âme, parce qu'elle était d'une nature différente du corps, nous l'avons vu. Le moi, parce que sous sa surface se creusait le monde infini de l'inconscient. L'âme, parce qu'elle renvoyait à la métaphysique. Le moi, parce qu'il rendait possible la psychanalyse. Tous deux se bâtissaient un univers flirtant avec l'immensité. Le mental n'est pas un univers. Il ne possède pas de sous-couche que les archéologues du psychisme, freudiens, lacaniens ou autres, pourraient explorer, risquant de déclasser la psychanalyse. Il est une force mécanique, une machine, du psychisme matérialisé et solidifié dans du physique, dans du mécanique. Ce que dit bien l'expression sportive, rêve de beaucoup de sportifs, avoir un mental d'acier. Le mental, bien au contraire, n'enveloppe aucune immensité. Rien, ni être ni néant, ni plein ni vide, ne loge en son cœur. Il est aussi compact qu'un bloc métallique sortant d'une aciérie. L'assimilation contemporaine de la volonté au mental engendre un nouveau type de volonté, dont le sport-spectacle procure le paradigme, qui a rompu les amarres avec la conception cartésienne de la volonté, laquelle était associée au libre arbitre. Chez le sportif de haut niveau idéal, se met en branle une volonté fusionnante avec les forces psychiques, pétrifiées en un mental, pour franchir en vainqueur la ligne d'arrivée, la ligne d'essai ou la ligne de défense de l'adversaire. En parallèle au sport, les manuels de management sont remplis de références à cette conception gagnante du psychisme. À milieu du pouvoir délire auquel Descartes l'a lié, la volonté exaltée par le monde moderne est la volonté fossilisée et mécanisée. Tout nous autorise à identifier le mental, la volonté au front de taureau, sœur de la bêtise, avec la mécanisation de la volonté. Ainsi s'explique sa marche inflexible, sa marche au pas cadencé. Le mental usurpe la place de l'âme et de l'ego. Le psychiatre Charles Mellman pointe chez nos contemporains le surgissement d'une nouvelle économie psychique. Je vois dans le mental le mode d'existence de cette nouvelle économie psychique, son vêtement. Le philosophe Eric Voegelin pense l'homme comme un être pneumatique, doté d'une âme animée. L'homme existe dans le monde comme un être auquel Dieu adresse sa parole. C'est pourquoi l'homme est esprit, un être vivant sous Dieu, qui répond à l'adresse de Dieu, et un être constitué par la raison, le nous autant que le logos. Dans l'esprit se dit la puissance de recevoir la parole de Dieu. Dans le nous logos se dit la possession du langage, ce don, j'insiste, le langage est don et non faculté, ce don qui permet d'être ouvert à la compréhension du monde. La vie commune des deux, l'esprit et la raison, rend compte de la qualification pneumatique de l'esprit humain. L'usage du mot pneuma indique l'homme comme étant l'être qui respire, la proximité sémantique et phénoménologique de l'esprit avec la respiration. Respirer éclaire cette idée, qui respire avec son âme. Il ne respire pas seulement comme les animaux où il y a son système anatomique, poumons et branchies, il respire en usant de ses forces spirituelles. Chez l'homme, les organes, comme le poumon, au-delà de leur être biologique, sont des organes spirituels. Cette existence pneumatique de l'homme disparaît avec le remplacement de l'âme et du moi par le mental. Ainsi, alors, la respiration par l'âme et pas seulement par les narines n'anime plus sa survie. L'âme permettait la singularité produite par la puissance d'être. Animée par cette puissance, elle disait la singularité de chaque homme. La singularité définit ce qui ne peut être mis en série. Le concept d'âme obéit au principe, appelé par Leibniz, des indiscernables. Il n'y a pas deux âmes identiques. Toute âme est différente de toute âme. Au contraire, le mental, animé par la force plutôt que par la puissance, permet le classement. La puissance engendre de l'hétérogène, la force n'engendre que de l'homogène. La puissance différencie, la force monotonise. Or, l'homogène, résultat de la force, se soumet à la mesure et autorise le classement. Ici, le classement des hommes. Classement dans un grand magasin ou un hypermarché, tel chef de rayon vaut plus et non mieux que tel autre parce qu'il vend plus. Son mental force les simples vendeurs et force les clients.
tel coureur cycliste vaut plus que tel autre. Classement, comme ils sont homogènes, il faut les mettre tous en concurrence féroce afin de pouvoir les classer selon les ventes réalisées ou les exploits à la bourse ou sur le vélo. Classement encore, tel sportif a plus de valeur que de nombreux autres en vertu de leurs résultats chiffrés et comparés, parce qu'au départ, l'un et l'autre ont été homogénéisés. Du primat du mental, homogénéisant les hommes en les classant, découle la culture parfaitement déshumanisante de l'évaluation. On ne peut instaurer l'évaluation qu'à partir du moment où l'on a remplacé la puissance par la force, la création différenciante par la production homogénéisante, l'âme et l'ego par leur ersatz, le mental. Le mental, succédant à l'âme et au moi, assure la domestication de l'intelligence. Il réduit l'intelligence à une simple fonction, en organisant sa soumission à une utilité définalisée. J'appelle définalisation la substitution dans l'activité humaine de l'utilité à la finalité. Par exemple, à partir du moment où l'on fixe comme fin à l'école la réussite professionnelle future de l'élève, l'on définalise l'enseignement en l'ordonnant à autre chose qu'à son essence, la transmission de la culture, du savoir et des œuvres. Le mental vassalise l'intelligence, il la prolétarise. Or, l'usage de l'intelligence dans le genre humain suit les voies d'un double décrochage par rapport à l'utilité pour la survie biologique de type animal et par rapport à l'utilité au sens général, technique, économique ou politique. Les anciens Grecs nommaient gratuité ou loisir, scolaient ces décrochages. Ils incarnent à la fois la différence anthropologique, la gratuité dans le règne animal soumis à la nécessité de la survie au danger permanent reste, on l'a vu chez Darwin, marginal, et la différence civilisationnelle qui permet de mesurer le degré de liberté des civilisations. Gratuit, nous indique Aristote, et ce qui est à soi-même sa fin, ce qui n'existe pas pour autre chose que soi. Les premiers philosophes, nous enseigne Aristote, je cite Aristote, poursuivaient le savoir pour la seule connaissance et non pour une fin utile. La rose, sans pourquoi du poète mystique allemand Angelus Silesius, s'inscrit dans cette acception de la gratuité. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, sans autre but, n'ayant même pas souci d'être vue. Kant exige de l'œuvre d'art qu'elle soit gratuite, trouvant en elle-même sa propre fin. Dans la gratuité se manifeste l'intelligence devenue libre. Le mental, à l'inverse, contraint l'intelligence à la servilité. Il l'asservit à la production d'un résultat, d'une performance, à la condition carcérale de mental de gagnant. Il la cantonne dans une fonction d'entité utile. L'intelligence est ainsi fonctionnalisée dans la perspective de la volonté du mental. Le mental, c'est donc l'âme devenue muscle, l'âme devenue automate. Notre époque voit le psychisme tantôt comme une machine, tantôt comme un ensemble de muscles. Le mental, qu'est-ce? Tout le corps, finalement, dans sa tension vers la réalisation de la performance. Bref, la négation de l'âme, autant que celle du corps, réduit une machine à produire de la performance mesurable et monnayable. L'idéologie du sport de haute compétition voit le corps et l'âme comme des obstacles à la performance. Ils sont des puissances de résistance à la fluidité du chiffre. Ils sont les portes ouvertes à la faiblesse, je dirais à la liberté, dans le fanatisme de la performance et la prison. L'être humain n'est plus alors que la performance qu'il est capable de réaliser, a écrit bien avant l'extension planétaire du phénomène sportif, en songeant seulement à la technique Heidegger. L'être humain n'est plus alors que la performance qu'il est capable de réaliser. Trouvera-t-on une analyse trop pessimiste? Je parle exclusivement dans cette allocution du sport de haute compétition, sport-spectacle, qui est un enjeu à la fois financier, politique, et génère, comme toute l'industrie numérique, des modifications comportementales, anthropologiques. Il exemplifie un mouvement plus large, que je dirais historial, auquel il concourt, l'abolition du corps et l'abolition de l'âme. Des utopies transhumanistes mettent en scène cette double abolition. Ce n'est plus le corps et ce n'est plus l'âme, au sens chrétien de ces mots, ce sont un métacorps et une méta-âme
qui ont été comme greffés aux sportifs. Dans ce cas, ils manifestent la dévastation invisible de l'être signalée par Heidegger dans la Machenschaft, le règne de la fabrication, le règne de la fabrication par la puissance et pour la superpuissance, dans son expansion illimitée et le moteur. Ce sport est alors post-chrétien. Pourtant, ce dernier propos, j'emploie puissance dans un autre sens qu'il y a une dizaine de minutes, qui était plutôt nietzschéen. Ici, puissance est presque synonyme de force. Donc ce corps, métacorps, est le corps sans faiblesse, dont le mental est le ressort principal. C'est le corps triomphant, le corps maître, le corps apollinien. Paganisme. Si le sport est apologie du corps, c'est de celui d'Apollon, pas du corps appelé à la résurrection, qui est celui de chacun d'entre nous. Que s'agit-il de conjurer? Certes, le mental conjure le retour craint de l'intériorité congédiée, mais en fait, il s'agit de conjurer la faiblesse. Qu'est-ce que la faiblesse? La fissure, par où entre la lumière dans l'âme et dans le corps. Autrement dit, la faiblesse, c'est l'entaille qui laisse pénétrer ce qui va les délivrer tous les deux, le corps et l'âme. Je vous remercie pour votre attention. Lorsque l'on écoute ces interventions, le diagnostic est assez sombre. Si on tient compte du fait que le régime temporel qui domine, à savoir le présentisme, un rapport au passé problématique, un rapport à l'avenir problématique, si on tient compte de l'arraisonnement Gestell et heideggerien, cet arraisonnement du monde par la technique croissante, et par une certaine impuissance aussi face au déploiement de la technique. Si l'on fait référence, je pense à Gunther Anders et à l'obsolescence de l'homme, à savoir le décalage qu'il y a entre notre capacité à concevoir, on conçoit des bombes, et notre incapacité à imaginer les conséquences de ce que l'on conçoit. On peut concevoir une bombe atomique, comment peut-on imaginer ce que représente la mort de millions de personnes? On sait bien que l'imagination a une pauvreté. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle possibilité de résistance y a-t-il? Est-ce qu'on doit se contenter simplement d'un constat extrêmement pessimiste sur ce qui advient, un monde sans lendemain, simplement qui advient? Est-ce que la démocratie, parce que le sport moderne, je crois, est né aussi avec la démocratie, est-ce que la démocratie peut agir? Donc il y a quelque chose ici qui me semble aigu. Je crois que, en effet, ce qui est caractéristique du sport de haut niveau, et je pense que tout le monde aura bien saisi ce matin cette différence qu'il faut établir entre le sport de haut niveau et puis une pratique sportive ordinaire, celle de monsieur et madame tout le monde, ou le sport d'entretien, ou le sport santé. Ce qui caractérise le sport niveau, précisément, c'est que d'abord, il n'existe pas de contre-discours, ou en tout cas, toute tentative de contre-discours est inaudible dans le contexte actuel du sport de haut niveau parce que le dépassement de la performance et le dépassement de soi constitue son essence. Et que par conséquent, si on essaye de produire ce que nous essayons aussi de faire, c'est-à-dire une critique de ce qu'est aujourd'hui ce sport-spectacle et de ce que sont ses dérives, comme voilà, la pathologisation, l'ultramédicalisation, le dopage, la violence, la corruption, etc. D'une certaine manière, on tente à annihiler les bases, les fondements de ce qu'est le sport de niveau. A contrario, dans la société
civile, on pourrait dire, à côté, autour de ce sport, existent depuis déjà plusieurs décennies des discours critiquant avec une certaine efficience le culte de la performance, des discours montrant que dans le monde de l'entreprise, dans le monde scolaire, dans le monde universitaire, l'excès de performance ou de recherche de dépassement permanent aboutit à ce que Weinberg, que j'ai cité tout à l'heure, appelle la dépression nerveuse généralisée, c'est-à-dire une fragilisation la santé mentale, en tout cas une fragilisation identitaire chez des individus désemparés de toujours devoir se projeter au-delà d'eux-mêmes et de toujours devoir être leur propre héros. Ces contre-discours qui sont entendables au niveau de la société ne sont pas entendables pour un sport de haut niveau universalisé, une concurrence mondialisée, dont l'objectif demeure l'ultra-performance. Et on le voit bien en cette période pré-olympique, où finalement les États, politiquement, géopolitiquement, se projettent dans un décompte des médailles à venir et d'une représentativité de leurs valeurs au travers du nombre de médailles qui seront obtenues. Tant qu'on en est là, une critique portant sur le sport de niveau peut difficilement être opérante, tant au niveau des dérives qu'on a tous signalées ce matin, que du point de vue de voilà, certaines on va dire, de difficultés structurelles comme l'hyperprécocité, les usines à champions, etc. Le problème, il est là, c'est-à-dire la nécessité de repenser ce que peut être le sport de niveau, c'est-à-dire aussi repenser la compétition sportive. Alors, ce matin, Benjamin Pichery a parlé évidemment du jeu. Oui, c'est un jeu, et on l'oublie parfois, on l'oublie souvent, mais il y a aussi des modalités de la compétition sportive qui peuvent être tout à fait euh, euh, repensées parce que le sport de haut niveau demeure une activité du 19e siècle, pensée en plein essor du capitalisme et dans une société qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Par conséquent, chacun, chacune peut être amené à imaginer, avoir un petit peu d'imagination et de créativité pour ce que devrait être ou ce que pourrait être le sport de haut niveau, par exemple, après les Jeux Olympiques de 2024. Plus de mixité, non pas simplement entre les hommes et les femmes, mais entre les valides et les personnes handicapées en situation de handicap. Une autre manière de produire du spectacle, une autre manière peut-être de relativiser l'omniprésence du chiffre dans cette compétition. Donc sans doute qu'au travers de tous nos discours, il y a une nécessité pour le rendre en quelque sorte plus humain, plus vivable, plus démocratique, plus respectueux aussi de tous les environnements, de repenser ce que peut être la compétition sportive qui est au cœur de la définition du sport de haut niveau pour permettre de le modifier. Moi, je n'aime finalement pas trop ces qualificatifs d'optimisme ou de pessimisme qu'on me renvoie souvent, évidemment, quand je parle des souffrances adolescentes ou dans mon dernier travail sur la fin de la conversation à travers la colonisation du smartphone dans nos vies quotidiennes. J'ai l'impression, pour ma part, d'être un phénoménologue du quotidien et pas du tout un moraliste qui juge d'en haut les pratiques sociales. C'est pas du tout mon objectif. Je crois que les événements, en tous les cas ce matin, on a fait plutôt un constat des ambivalences du monde contemporain, mais pas pour donner des orientations ou autres. Alors, je pense cependant qu'il existe évidemment des formes de résistance ou peut-être l'aménagement du pire. C'est un peu ce à quoi je pensais en écoutant à l'instant Isabelle, parce que de toute façon, ce monde de plus en plus fini qui est le nôtre aujourd'hui, c'est notre héritage. Nous devons faire avec ces innombrables menaces, en effet, qui sont présentes autour de nous, cette hyper-fragmentation du monde d'aujourd'hui provoquée par le smartphone, par exemple, qui fait qu'il n'y a plus personne dans les rues, qu'il n'y a plus personne dans les trains, et plus personne même parfois dans les salles où chacun est derrière son portable. Il faut qu'on vive avec ça.
Alors, les formes d'alternatives, comment dire, les formes de résistance qui pour ma part m'ont intéressé, mais qui ne sont que des aménagements. Par exemple, cet immense engouement pour la marche aujourd'hui, la randonnée, hein, qui est un phénomène absolument planétaire. On voit des centaines de millions de marcheurs qui abandonnent leur smartphone, qui abandonnent la vitesse, le rendement, l'efficacité pour aller au-devant, pour retrouver la conversation qui disparaît au profit de la communication, pour retrouver le contact avec le monde environnant, le cosmos, et non plus cette forme d'adversité qu'on a avec le monde qui nous entoure. Voilà, les marcheurs, pour moi, incarnent en effet, provisoirement, évidemment, mais dans tous les cas, incarnent une forme majeure de résistance au monde d'aujourd'hui. C'est un retour au corps, d'ailleurs, et un retour élémentaire, un retour au corps élémentaire. On va marcher à 4-5 km/h pendant, je sais pas, 15, 20, 30 km par jour. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans la performance, on se fout totalement. Mais on est plutôt à nouveau dans la rencontre, dans un sentiment d'appartenance au monde. Alors, au-delà de la marche, cet engouement pour le jardinage aussi, qui est quand même très intéressant sur le plan sociologique. On voit de plus en plus de gens planter des fruits, planter des arbres, cultiver des légumes, etc. Et là aussi, dans un retour au silence, à la tranquillité, à l'apaisement, des valeurs qui sont d'ailleurs extrêmement proches dans le jardinage et dans la marche. On retrouve une certaine forme de spiritualité que là, je ne vais pas évoquer, mais la marche, elle a toujours une connotation de spiritualité dans ce retour au cosmos, aux éléments, etc. C'est pareil, regardez l'herbe pousser, regardez les fruits qui apparaissent sur les branches, c'est aussi quelque chose d'une spiritualité, d'un renouveau de son appartenance avec le monde. Voilà, j'ai l'impression que ce sont évidemment des aménagements et que le monde va plus vite que nous. Il est vrai qu'entre le pessimiste et l'optimiste, Bernanos qui disait que le pessimiste est un imbécile malheureux et l'optimiste un imbécile heureux. Euh, Avez-vous des questions à poser, s'il vous plaît? Oui? Merci beaucoup. C'est le Père Grégoire Catin de la Conférence des évêques de France. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire sur les lieux de résistance pour pousser la chose un petit peu plus loin, parce que vous distinguez, de fait, vos propos ont beaucoup porté sur le sport on va dire, de haut niveau, quoi, et cette compétition, quoi. Et puis, vous faisiez la différence avec le sport de monsieur et madame tout le monde, quoi. Et en même temps, on voit bien que, je pense, les choses sont pas si tranchées que ça, quoi. Quand on voit l'évolution de la pratique sportive, par exemple l'engouement pour le marathon, quoi. Il y a différentes manières, hein, de courir le marathon, mais si vous avez déjà vu une arrivée d'un grand marathon à Paris, à Boston ou ailleurs, une fois qu'il y a les élites qui sont passées, quand même des monsieur et madame tout le monde qui se mettent dans des états, enfin, on est tout à fait dans votre propos. On voit l'engouement pour le trail. Donc, finalement, ce sport de haute compétition, et puis, à l'inverse, il y a manière et manière de pratiquer le sport de haute compétition. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement, c'est un petit peu peut-être ce que vous disiez, mais il y a une manière d'envisager le sport aussi de manière globale et ce rapport à la performance, aux chiffres, comme on l'a beaucoup entendu dans la dernière intervention, puis finalement un monde qui est quand même façonné par une certaine forme de capitalisme. Donc, comment résister? Enfin, de fait, voilà, quels sont les lieux? Et c'est peut-être aussi l'intérêt d'avoir aussi l'Église qui essaye d'apporter sa contribution là-dedans. Deux remarques par rapport à ce que vous dites. Merci pour votre intervention. Moi, je dis souvent, l'effort appelle le dépassement de l'effort. C'est-à-dire que le dépassement de soi n'est pas l'apanage. On le trouve effectivement chez monsieur et madame tout le monde, et les plus grandes épreuves de masse que vous citez comme le marathon. Les gens, effectivement, font parfois un marathon en 6 heures, mais ce dépassement de soi. Alors, on le voit aussi quand même dans cette société du côté de la performance, la tentation de chiffrer. Hein. On a des montres connectées, on a des cardio fitness notes, on a des vélos, on a des salles de fitness dans lesquelles les cadrans et les appareils de mesure sont omniprésents. Donc, il y a aussi cette idée quand même qu'on va quand même mesurer, même un effort dont la performance est modeste. Donc ça, c'est aussi une tendance
qui est beaucoup plus global. Ce qui, par ailleurs, me semble intéressant dans le sport de haut niveau, effectivement, dont on a parlé ce matin, c'est qu'au fond, c'est une éprouvette du social, et précisément parce qu'il n'accueille pas de contre-discours. Et donc, en ce sens, on voit les tendances de notre société qui sont extrémisées dans le sport de haut niveau. Des choses qui sont atténuées un peu ailleurs, voilà, mais qui admettent des contre-discours. Alors, on a parlé rapidement du dopage, des addictions, de la transformation du corps, de l'extrémisation du corps, rayage du corps au travers des exosquelettes, donc on parlera par la suite. Voilà. Et on a une espèce voilà, de prisme au travers duquel on voit quand même des tendances sociales qui se dégagent. Alors, les lieux du contre-discours, ben, pourquoi pas l'éducation pour commencer, hein. Comment faire passer un certain nombre de valeurs au premier niveau de la pratique sportive, de la pratique de l'éducation physique, etc. On peut débattre sur le terme, mais auprès des enfants et des plus jeunes, là, il y a quand même un travail à faire qui permet aussi non pas simplement de transmettre des valeurs, mais de les inventer aussi pour le monde qui vient. Parce qu'encore une fois, on parle souvent des valeurs du sport, mais ce sont pour beaucoup des valeurs du 19e siècle. On a des choses là en termes d'inclusion, de mixité à inventer pour le monde de demain. Oui, sur le pessimisme et l'optimisme, puisqu'on est en Italie, c'est pour moi impossible de ne pas citer ma devise d'une certaine manière depuis le début. Je travaille souvent sur des sujets très durs, très douloureux. Ben, ma devise, c'est celle d'Antonio Gramsci sur le pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté. On pourrait ajouter éventuellement l'optimisme du cœur d'une certaine manière. Et sinon, je pense que vous avez raison, vous réintroduisez les ambivalences, les complexités d'un monde de plus en plus hyper individualisé qui nous interdit absolument de penser le monde en termes de où il y a ça ou ça, hein, comme souvent les journalistes qui nous interviewent nous disent c'est ça ou ça. Non, non, c'est ça et ça et ça et encore ça et encore ça et encore ça. Et dans une espèce de poussière d'alternative, une poussière de différence qui est un défi, évidemment, pour les sciences sociales dans leur enseignement. Euh, Moi, en vous entendant ce matin, je suis passionné du sport, et du sport de haut niveau, depuis toujours. D'ailleurs, je me dis, mais je vais peut-être pas regarder les Jeux Olympiques. D'ailleurs, je me demande si vous allez regarder les Jeux Olympiques. D'une certaine manière, enfin, c'est pas la première fois que je vois des personnes, parfois spécialistes du sport, qui détruisent ce sur quoi ils travaillent. Je suis un peu dur, mais euh, je trouve ça. Moi, j'adore le sport de haut niveau. Et dans le sport de niveau, les champions, ce pas des machines. C'est pas des machines. Canon, aux derniers Jeux Olympiques, il ne devait pas être qualifié, il a eu la médaille d'or. Ça fait pleurer, c'est pas une machine. Enfin, ce que je veux dire, c'est un peu enregistrant, mais s'il y a quand même des performances dans le sport de niveau qui sont des performances inattendues. Et ce qui est inattendu dans le sport de niveau, c'est que ce qui arrive n'est pas attendu. Et c'est ça qui va nous plaire aux Jeux Olympiques. Ce qui va nous plaire aux Jeux Olympiques, c'est pas simplement que ceux qui sont programmés pour gagner vont gagner, c'est que ceux qui ne sont pas programmés pour gagner vont peut-être ou même sûrement gagner. Donc il y a quand même un lieu de la surprise, il y a un lieu du dépassement. Et ici, on est dans un lieu ontologique, j'en parlais. Mais dans l'Église, dans la théologie, ça fait très longtemps qu'on est sorti de ce que j'appellerais une théorie de la réparation, c'est-à-dire qui était basée que sur le péché, ou encore dans l'Église, vous avez quand même du salut, etc. Mais là, j'ai quand même l'impression que, d'une certaine manière, bah, on est dans un discours un peu post-heideggerien que j'ai adopté, moi, il y a un certain temps, j'étais dans le Gestell. Mais, moi, je suis d'accord avec François quand il a intervenu tout à l'heure. Maintenant, aujourd'hui, je serais plus bergsonien. On a peut-être besoin d'un supplément d'âme. Peut-être qu'il faut que la mécanique ait une mystique. Mais je ne vois pas, enfin, je vous dis franchement, je ne vois pas qu'on puisse aider le sport en séparant d'un côté le sport de haut niveau qui serait que de la mécanique, du dramatique, que du transhumanisme, avec des champions finalement qui depuis des années se préparent quand même. Il y a raison, hein, le mental, etc. Mais il y a quand même, pour moi, dans le champion, une dimension de l'humain qui est fondamentale. Voilà, moi j'ai vu l'interview de Nadal dimanche. Il dit est-ce que je vais ou pas, est-ce que je vais ou pas faire Roland Garros?
Ben, c'est pas une machine. Et il sait qu'il n'est pas une machine. Ben voilà, enfin, je réagis un peu fortement, mais je pense que c'est très important d'avoir un discours sur le sport de haut niveau qui soit aussi un discours de. C'est-à-dire le monde entier va regarder les Jeux Olympiques. On ne peut pas parler des Jeux Olympiques comme le lieu le plus dramatique du quantifiable de l'humain. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Posso in italiano? C'è qualcuno che eventualmente poi... Ok. Volevo chiedere ai relatori un approfondimento su due parole, competizione, agon, in qualche modo tipica, fondativa dello sport, inteso diciamo come competizione sportiva, non tanto attività di benessere, eccetera, ma come competizione sportiva, e il fenomeno della performance, cioè della ricerca dell'alta prestazione, cioè un concetto è la competizione, che c'è ovunque in ambito sportivo, anche diciamo a livelli amatoriali, giovanili, e con la quale io credo da educatore nello sport la competizione è un alleato educativo fondamentale perché spinge a dare il meglio di sé. Altra cosa è la ricerca spasmodica di una prestazione, cioè lo sport di alto livello ha sostituito eh, il tema della competizione con il tema della prestazione. Ecco, se potete magari aiutarmi a definire meglio questo rapporto. Très rapidement. Alors, d'abord, le fait, bon, moi qui suis beaucoup plus consciente qu'heideggerienne, je répondrai que la critique n'est pas destruction. Je suis moi-même une ancienne sportive de haut niveau, mais qu'il est néanmoins nécessaire de définir et de circonscrire pour savoir de quoi on parle, d'autant plus dans une perspective éducative. Juste pour faire très vite, pour répondre à notre intervenant italien, quand le sport est posé au 19e siècle, le sport moderne, pour les spécialistes qui parlent du sport, il y a cette définition du 19e qui est un jeu, une éducation, une formation, une compétition. Et tout ceci, effectivement, dans une perspective pédagogique qui est celle des collèges anglais. Ça, c'est pour la définition du sport moderne au sens strict. Tout ce qui est à côté n'est pas du sport. Le jardinage n'est pas du sport. Même la danse classique n'est pas du sport. Donc, quand on parle de cet objet surdéterminé, très complexe, je crois qu'il est très important, effectivement, de distinguer le sport de haut niveau, le sport de monsieur et madame tout le monde. Le sport de haut niveau, oui, c'est une compétition, toujours. C'est une prestation parce que c'est un spectacle et il est dans, on va dire, un écosystème très particulier. Et ce sport proposé à monsieur et madame tout le monde et aux enfants, il a une visée effectivement pédagogique. Je pense qu'il est important de maintenir ces différentes distinctions pour savoir de quoi on parle. Oui, j'ai du mal du coup à ne pas être moraliste, entre guillemets, parce que la réponse que je peux vous faire est strictement personnelle, c'est que ce sport de haut niveau m'ennuie profondément, ne m'intéresse absolument pas parce qu'il a été dévoré par l'univers de l'argent. Bon, j'ai été aussi passionné par, je sais pas, le Tour de France ou autre, mais depuis les innombrables, depuis l'affaire Festina et autres, je me suis rendu compte que je faisais partie de tous ceux qui étaient menés en bateau d'une certaine manière par les innombrables tricheries qui caractérisent le sport contemporain, voir des footballeurs qui gagnent des sommes absolument colossales tous les mois, se battre sur un terrain. J'avoue que je considère que ça ne me concerne plus. Alors moi-même aussi, j'ai fait du sport, pas à un niveau très important, mais j'ai adoré faire du sport, faire du cross-country, de l'athlétisme, etc. C'était jubilatoire, ça fait partie des très beaux moments d'ailleurs de mon enfance et de mon adolescence.
Mais aujourd'hui, ça n'est impossible de me reconnaître dans un sportif de haut niveau, chez un sportif de haut niveau, parce que on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. On est vraiment dans l'univers finalement du capitalisme le plus outré. En tant que citoyen, je me révolte d'une certaine. Pour moi, c'est pas des Jeux Olympiques, ce sont des Jeux du siècle. Je fais référence à la Roumanie. Une pause de 15 minutes, sans doute. Oui, c'est ça. Nous avons 15 minutes de pause. Pendant la pause, vous pouvez vous inscrire pour le relais qui a lieu demain. Vous voyez l'affiche sur l'écran à droite. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez.